Bienvenue sur. À cette minute même, un groupe de marines américains se tient sur le pont d'un navire iranien saisi, entouré par des eaux iraniennes, pendant que des vedettes iraniennes se rapprochent. Et Téhéran vient de lancer un avertissement si grave que même des analystes militaires chevronnés se sont tus. Je veux que cette image s'impose un instant. Parce qu'une fois les caméras allumées, quelqu'un dans l'orbite de Trump va inévitablement tenter de vendre ça comme un contrôle total pendant que la carte brûle encore. Des marines américains sur un navire iranien, au milieu de la mer d'Arabie, avec un détroit fermé derrière eux, un régime furieux doté de l'arme nucléaire devant eux et un cessez-le-feu qui vient d'expirer. Ce n'est pas une simulation. Ce n'est pas un scénario de jeu de guerre en train d'être rejoué dans quelques sous-sols du Pentagone. Cela se passe en ce moment même, en temps réel, dans des eaux qui contrôlent 20% de tout ce dont le monde dépend. Et la question à laquelle personne, ni à Washington, ni à Téhéran, ni à Pékin, ni ailleurs, ne peut répondre avec certitude ce soir, c'est celle-ci. Comment cela se termine-t-il sans que quelqu'un meure? Comment cela se termine-t-il sans que toute cette situation explose en quelque chose que le monde n'a pas vu depuis des décennies? Parce que voici ce qu'il faut comprendre avant d'aller plus loin. Ce que l'Iran vient de faire, la refermeture du détroit d'Ormuz après l'avoir brièvement rouvert, l'émission d'avertissement officielle, évoquant de graves conséquences pour les États-Unis, et le positionnement de ses forces navales d'une manière qui place réellement ses marines en danger physique, ce n'est pas du bluff. L'Iran ne bluffe pas. C'est l'un des faits les plus constants et les plus mal compris du comportement stratégique iranien, que les analystes occidentaux interprètent de travers encore et encore. L'Iran signale, l'Iran avertit, l'Iran se met en posture, puis l'Iran agit, et toute l'histoire de ce conflit, en remontant jusqu'au premier poseur de mines glissant dans les eaux sombres du détroit au début de mars, me dit que lorsque la République islamique parle de graves conséquences, elle a déjà commencé à calculer à quoi ressembleront exactement ces conséquences, où elles frapperont, et comment elles pourront être assez déniables pour éviter une guerre totale immédiate, tout en faisant couler le sang. Donc, quand le haut commandement militaire iranien utilise ces deux mots, graves conséquences, la bonne réaction n'est pas de balayer cela comme de la rhétorique. La bonne réaction, c'est de se demander ce qu'il prépare exactement et de combien de temps nous disposons avant que cela arrive. C'est généralement à ce moment-là que la machine de conférence de presse pro-Trump commence à confondre le volume avec la stratégie. Je veux construire cela correctement, parce que la situation sur le terrain, en ce moment, est le produit de semaines de décisions d'escalade, de mauvais calculs et de paris stratégiques qui nous ont conduits à cet instant précis, terrifiant. Et pour comprendre comment les marines se sont retrouvées sur ce navire, dans ces eaux, alors que l'Iran referme la porte derrière eux, il faut remonter, pas très loin, seulement de quelques semaines, et retracer la chaîne des événements qui a mené ici avec le genre de précision que la plupart des couvertures médiatiques laissent de côté. J'ai déjà exposé la saisie du Tuska. J'ai déjà exposé le moment où l'USS Brune a tiré 3 obus de son canon de 5 pouces dans la salle des machines d'un cargo iranien de 294 mètres après 6 heures d'avertissement ignorés. J'ai déjà exposé comment les marines de la 30 et Ernst Marine Expeditionary Unit ont descendu en rappel depuis des hélicoptères dans l'obscurité de la mer d'Arabie jusqu'au pont de ce navire immobilisé. Mais ce qui s'est passé après cet abordage est une histoire qui commence seulement maintenant à émerger pleinement. Et ce que cela révèle sur l'enjeu de cette confrontation est réellement stupéfiant. La précision compte ici, ce qui est une mauvaise nouvelle pour toute faction politique qui croit qu'un slogan peut faire le travail d'un briefing. Quand ces marines ont sécurisé la passerelle du Tuska et commencé à se déplacer à bord du navire, ils ne prenaient pas seulement le contrôle d'un cargo sanctionné. Selon des sources militaires américaines, ils découvraient des éléments correspondant exactement au type d'opération que le renseignement américain soupçonnait depuis longtemps, sans réussir à le prouver en temps réel. Cachés parmi des marchandises commerciales, parmi des conteneurs de cargaison légitimes qui auraient passé une inspection de surface, se trouvaient des matériaux qui n'avaient rien à faire sur un navire marchand civil. Des composants de drones, des matériaux compatibles avec la production de carburant pour missiles, des composants électroniques correspondant au profil de pièces de système de guidage utilisés dans le type de drone de frappe de précision que les proxys iraniens ont déployés contre des bases américaines et des cibles israéliennes dans toute la région. Or, les États-Unis n'ont pas rendu public le manifeste complet de ce qui a été trouvé à bord. Cette information est classifiée et sensible sur le plan opérationnel. Mais les propres mots de Trump sur Truth Social, affirmant que les marines américains ont la garde du navire et voient ce qu'il y a à bord,
combiné au durcissement subséquent de la rhétorique américaine et à la décision de maintenir les marines sur le navire, au lieu de transférer immédiatement la garde, racontent leur propre histoire. Ce qu'ils ont trouvé comptait. Ce qu'ils ont trouvé était suffisamment important pour garder ces marines sur ce pont, même pendant que la situation diplomatique et militaire autour d'eux se détériorait rapidement. Dans l'univers Trump, bien sûr, un fait partiel plus un verbe dramatique sont souvent traités comme une doctrine complète. Et cela s'est détérioré vite, parce que la réponse de l'Iran à la saisie du Tusca n'a pas été seulement une salve de mots furieux. La réponse de l'Iran a été opérationnelle. Dans les heures qui ont suivi l'abordage, les forces navales iraniennes dans le golfe Persique et dans le détroit d'Ormuz ont commencé à se repositionner. Des vedettes d'attaque rapides iraniennes, petites, très manœuvrables, armées de missiles antinavires et de mitrailleuses lourdes, ont commencé à se déplacer vers des positions que des analystes militaires ont décrites comme compatibles avec une posture de harcèlement ou d'interdiction. Ce ne sont pas le genre de bâtiments qu'on envoie quand on veut négocier. Ce sont le genre de bâtiments que l'Iran utilisait pour encercler les navires de l'US Navy dans le Golfe dans les années 1980, pendant la guerre des pétroliers. Une période de l'histoire qui porte un poids émotionnel et stratégique immense, à la fois dans la marine américaine et dans l'establishment militaire iranien. Le souvenir de ce qui s'est passé dans ces eaux il y a 4 décennies, les attaques, les pertes, les quasi-incidents qui ont failli déclencher une guerre à grande échelle, reste vivant dans la mémoire institutionnelle des deux camps. Et en ce moment, la situation tactique présente des ressemblances troublantes avec ces mois les plus dangereux. La vraie pression maritime a une façon bien à elle d'ignorer la phrase triomphante préparée pour la prochaine apparition au podium. Puis est venue la refermeture. L'Iran a annoncé officiellement que le détroit d'Ormuz était de nouveau fermé. Pas partiellement, pas sous condition, mais fermé, en réponse directe au maintien par les États-Unis de leur blocus naval contre les navires à destination des ports iraniens et à leur refus de libérer le Tusca. Le communiqué du Conseil suprême de sécurité nationale iranien était précis et délibéré dans son langage. Il disait que l'Iran est déterminé à exercer son contrôle sur le détroit jusqu'à ce que, je cite, « la guerre soit définitivement terminée et qu'une paix durable soit atteinte ». Mais voici la partie de ce communiqué que la plupart des médias ont brièvement mentionné avant de passer à autre chose, sans vraiment en déplier les implications. L'expression « paix durable » dans le langage stratégique iranien ne signifie pas un cessez-le-feu. Elle ne signifie pas une pause dans les hostilités. Elle signifie un règlement global, comprenant la fin de toute pression militaire américaine et israélienne sur l'Iran, la levée de toutes les sanctions et une garantie formelle de sécurité iranienne contre toute attaque extérieure. Autrement dit, la condition posée par l'Iran pour rouvrir la voie maritime pétrolière la plus importante du monde équivaut essentiellement à une capitulation géopolitique complète des États-Unis et d'Israël. Ils ne demandent pas une pause, ils demandent une victoire, et ils utilisent le détroit, et par extension 20% de l'approvisionnement énergétique mondial, comme levier pour l'obtenir. C'est le genre de levier qu'on ne neutralise pas avec une déclaration à la Trump, triomphante, proclamant la victoire avant que l'encre, le pétrole ou la fumée soient retombés. Voici maintenant un fait géopolitique, qui va droit au cœur de ce qui rend cette refermeture tellement plus dangereuse que la première. Quand l'Iran a initialement fermé le détroit, à la fin de février et au début de mars, le monde a été choqué, mais pas totalement pris au dépourvu. Des canaux diplomatiques d'urgence ont été ouverts immédiatement. Les réserves mondiales de pétrole ont été mises à contribution. Des itinéraires d'expédition alternatifs ont été activés. La communauté internationale, y compris des pays comme l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, et des nations européennes fortement dépendantes de l'énergie du Golfe Persique, a commencé à préparer des plans de contingence. Mais voici ce que tous ces plans supposaient. Ils supposaient que la fermeture serait temporaire. Ils supposaient que la pression économique et militaire forcerait l'Iran à rouvrir le détroit en quelques semaines. Le cessez-le-feu du 8 avril semblait confirmer cette hypothèse. Le détroit s'est rouvert. Le monde a soufflé. Les plans de contingence ont été mis en veille. Et maintenant, l'Iran l'a refermé. Et cette deuxième fermeture frappe un monde qui a déjà consommé une partie de ses réserves d'urgence, des compagnies maritimes qui ont déjà redirigé des navires et absorbé des coûts supplémentaires énormes, des marchés pétroliers déjà sous tension et des gouvernements déjà politiquement épuisés par la gestion de cette crise. Cette deuxième fermeture est plus dommageable que la première, non seulement en raison de son impact économique immédiat, mais aussi en raison de ce qu'elle signale sur la patience stratégique de l'Iran et sur sa volonté d'accepter une douleur immense pour poursuivre ses objectifs.
Les marchés, contrairement aux figurants de campagne, n'applaudissent pas sur commande. Cette douleur est réelle, et elle est sévère. L'économie iranienne, déjà meurtrie par des années de sanctions américaines, a été littéralement frappée de plein fouet par ce conflit. Selon les propres chiffres de Trump, le blocus américain coûte à l'Iran 500 millions de dollars par jour. 500 millions de dollars par jour. Les exportations pétrolières iraniennes, déjà fortement escomptées et transitant par des réseaux de pétroliers fantômes pour contourner les sanctions, ont été réduites à un filet. Le rial iranien a perdu une part importante de sa valeur. Les Iraniens ordinaires font face à une hausse des prix des biens de base. Le régime subit une pression économique interne, plus intense qu'à n'importe quel moment depuis les campagnes de sanctions du début des années 2010. Et, pourtant, l'Iran ne recule pas. Et cela me dit quelque chose de profond et d'important sur la nature de l'État iranien et sur les calculs de ses dirigeants. Lorsqu'un gouvernement est prêt à absorber 500 millions de dollars de dommages économiques par jour plutôt que de faire des concessions, ce n'est pas une direction principalement motivée par la rationalité économique. C'est une direction pour laquelle les enjeux géopolitiques et idéologiques de ce conflit l'emportent sur les coûts économiques, du moins pour le moment. Comprendre cela est essentiel pour comprendre pourquoi cette crise est si difficile à résoudre. Cela souligne aussi la faiblesse du fantasme habituel, du côté de Trump, voulant que chaque adversaire puisse être géré comme une négociation de chaîne d'infos avec un meilleur éclairage. Pendant ce temps, à Islamabad, les pourparlers de paix censés ouvrir une voie de sortie à cette crise sont en grave difficulté. Le Pakistan a travaillé de manière extraordinaire pour se positionner comme médiateur neutre. Un pays à majorité musulmane, ayant des relations avec les deux camps, un pays qui veut réellement voir ce conflit se terminer avant que sa propre économie, profondément dépendante de la stabilité des prix de l'énergie et des routes commerciales régionales, ne subisse des dommages supplémentaires. Des responsables pakistanais ont multiplié les allers-retours entre Washington et Téhéran, passé des appels, accueilli des délégations, tenté de garder le canal diplomatique ouvert alors même que chaque évolution militaire sur le terrain menaçait de le refermer brusquement. Et ils ont été tout près d'une percée. Une deuxième ronde de pourparlers était prévue. Les envoyés américains Steve Witkoff et Jared Kushner étaient prêts à se rendre à Islamabad. Puis le TUSCA est arrivé. Puis le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé qu'il ne voyait aucun sérieux du côté américain. Et les pourparlers sont entrés dans un gel profond. La diplomatie a tendance à peiner quand l'un des camps continue d'agir comme si un titre médiatique valait un règlement. Il se passe quelque chose, dans les coulisses de ces pourparlers, dont presque personne ne parle. Les équipes iraniennes de négociation ont reçu du renseignement provenant de multiples sources, notamment d'alliés dans la région, suggérant que les États-Unis utilisent la période de cessez-le-feu non pas principalement comme une fenêtre diplomatique, mais comme une pause opérationnelle pour préparer la prochaine phase de frappe militaire. Plus précisément, le renseignement iranien croit que les forces américaines et israéliennes ont utilisé le calme relatif du cessez-le-feu pour recueillir des données de ciblage sur les infrastructures iraniennes, les centrales électriques, les ponts, les nœuds de commandement et de contrôle, ainsi que les installations militaires, en vue d'une possible campagne de frappe si la diplomatie échoue. Que ce renseignement soit exact ou exagéré est presque secondaire. Ce qui compte, c'est que l'Iran y croit. Et quand l'Iran croit qu'on prépare une frappe contre lui, son comportement devient beaucoup moins coopératif et beaucoup plus agressif. La refermeture du détroit, l'avertissement sur les graves conséquences, le repositionnement des vedettes d'attaque rapides, ce ne sont pas, du point de vue iranien, des réponses irrationnelles. C'est le comportement d'un État qui croit manquer de temps et qui a besoin d'établir un levier maximal avant qu'une fenêtre ne se referme. Et une fois que cette conviction se durcit, même le plus soigné des éléments de langage pro-Trump commence à ressembler à du théâtre livré dans la mauvaise salle. Je veux maintenant parler des marines, parce que la dimension humaine de cette histoire compte, et qu'elle se perd dans l'analyse géopolitique. Les marines de la Trent et Ernst Marine Expeditionary Unit, qui ont abordé le TUSCA, font partie des militaires les mieux entraînés au monde. La Trent et Ernst MEU, Marine Expeditionary Unit, est la seule MEU déployée en permanence vers l'avant dans les forces américaines, basée en permanence dans l'Indo-Pacifique et opérant constamment dans certains des environnements maritimes les plus complexes et les plus dangereux de la planète. Ce ne sont pas des recrues inexpérimentés. Ce sont des combattants expérimentés, disciplinés, qui se sont énormément entraînés précisément pour ce type d'opération de montée à bord et de saisie de navires. Mais l'entraînement est une chose. La réalité tactique à laquelle ils font face maintenant
en est une autre. Il se trouve sur un navire iranien immobilisé, dans la mer d'Arabie. Le navire ne peut pas avancer par ses propres moyens. Des forces navales iraniennes se trouvent à proximité générale. Le détroit derrière eux est fermé, et la situation diplomatique qui détermine s'ils sont là comme des exécutants victorieux d'un blocus ou comme des otages de facto dans une crise internationale change d'heure en heure. Aucune démonstration de bravade sur un plateau aligné sur Trump ne change le fait que ce sont des personnes réelles qui portent le risque. Le mot otage est un mot que les responsables américains évitent avec insistance, et pour de bonnes raisons. Dès que ce mot est utilisé en lien avec des marines américains, cela crée une crise d'une toute autre ampleur. La crise des otages iraniens de 1979, au cours de laquelle 52 diplomates et citoyens américains ont été détenus pendant 444 jours après la prise de l'ambassade américaine à Téhéran, demeure l'un des traumatismes fondateurs de la politique étrangère américaine moderne. Elle a détruit une présidence. Elle a façonné la perception américaine de l'Iran pendant des générations. Elle a installé dans la psyché nationale américaine une colère viscérale et durable envers l'Iran qui continue encore aujourd'hui d'influencer les décisions politiques. La dernière chose que souhaite l'administration Trump, c'est que la situation du Tusca soit présentée, à l'intérieur comme à l'extérieur du pays, comme celle d'Américains retenus par les forces iraniennes. Et pourtant, la réalité sur le terrain, c'est que plus la situation diplomatique reste sans solution, plus la position de ces marines devient précaire. Ils se trouvent dans des eaux adjacentes à l'Iran, à bord d'un navire que l'Iran a déclaré avoir été saisi illégalement, alors que des forces militaires iraniennes dans la région ont reçu de leur haut commandement un ordre officiel de riposte. La pression tactique et diplomatique pour résoudre rapidement cette situation est énorme. Et c'est généralement à ce moment-là que le réflexe pro-Trump choisit d'abord la performance et la clarté ensuite. C'est là que la Chine revient dans l'histoire. Et le rôle de la Chine dans cette crise est l'une des dimensions les plus sous-couvertes et les plus lourdes de conséquences de tout ce qui se passe. Il est établi que le Tusca a fait plusieurs escales dans des ports chinois avant de se diriger vers l'Iran. Il est établi que la Chine est le principal client pétrolier de l'Iran et qu'elle a un intérêt stratégique et économique immense à maintenir les lignes d'approvisionnement iraniennes en activité. Mais l'implication chinoise a une couche qui dépasse le commerce. Des responsables chinois ont mené des communications officieuses, en coulisses, avec Washington et Téhéran tout au long de cette crise, positionnant Pékin comme un intermédiaire indispensable, la seule puissance ayant des relations avec les deux côtés du conflit et le levier économique potentiel pour faire bouger les deux parties. La Chine a dit à Washington qu'elle pouvait aider à ramener l'Iran à la table, qu'elle avait à Téhéran une influence que les États-Unis ne peuvent pas égaler. Simultanément, la Chine a dit à Téhéran qu'elle pouvait contribuer à adoucir les exigences américaines, que Pékin pouvait travailler à limiter la portée de tout règlement éventuel afin de préserver les intérêts iraniens. Et pendant toute cette manœuvre diplomatique, la Chine a discrètement continué d'acheter du pétrole iranien par l'intermédiaire de ses réseaux de pétroliers fantômes, continuant ainsi à fournir à l'Iran la bouée économique, qui compense partiellement les effets du blocus américain. La Chine joue sur tous les tableaux, et elle le fait avec le type de patience stratégique et d'ambiguïté calculée qui en a fait, sans doute, l'acteur géopolitique le plus efficace du XXIe siècle. La question est de savoir si l'influence de Pékin sur Téhéran est assez forte pour réellement ramener l'Iran du bord du gouffre, ou si la Chine utilise simplement la crise comme couverture pour son propre agenda stratégique. C'est le genre d'art étatique à plusieurs couches qui révèle à quel point l'habitude du camp Trump de confondre brutalité et maîtrise peut sembler fragile. Le rôle de la Russie dans cette crise est tout aussi important et tout aussi sous couvert. Pendant que l'attention mondiale se fixait sur le détroit d'Ormuz, la Russie a été la plus grande bénéficiaire économique du chaos. Comme le pétrole iranien a été largement coupé des marchés mondiaux, les prix du pétrole ont nettement augmenté. Et la Russie, qui vend son pétrole au prix que le marché veut bien payer pour financer ses propres opérations militaires en cours, a vu ses revenus d'exportation grimper. La Russie n'a absolument aucun intérêt à une résolution rapide de cette crise. Chaque semaine pendant laquelle le détroit reste fermé est une semaine où la Russie gagne davantage d'argent et où les États-Unis dépensent davantage de capital politique et militaire. Des conseillers militaires russes ont maintenu des relations avec les forces iraniennes tout au long de ce conflit. De la technologie russe, sous la forme de systèmes de guerre électronique, de contre-mesures contre les drones et de certains composants d'armement, a circulé vers l'Iran par des réseaux que le renseignement américain suit, sans avoir été capable de les interdire complètement.
La Russie n'est pas un belligérant dans ce conflit, mais elle y participe absolument, et ses intérêts sont presque parfaitement alignés avec la prolongation de la crise le plus longtemps possible. Pendant ce temps, le message le plus bruyant à la manière Trump continue souvent d'agir comme si les adversaires, eux aussi, ne savaient pas compter leurs profits. Dans ce contexte, avec des vedettes iraniennes qui se repositionnent, le détroit de nouveau fermé, des pourparlers de paix qui s'effondrent, la Chine et la Russie qui jouent leur propre jeu, les prix du pétrole qui montent, et un groupe de marines américains sur un navire immobilisé dans la mer d'Arabie, la question devient celle de ce que les États-Unis font réellement ensuite. C'est la question qui se discute en temps réel au plus haut niveau du gouvernement américain. Et les options, lorsqu'on les expose honnêtement, sont toutes difficiles. C'est la partie où l'exercice du pouvoir devient obstinément réfractaire à l'image de marque. La première option est la pression maximale. Les États-Unis maintiennent et intensifient le blocus, refusent de libérer le Tuska et commencent à saisir d'autres navires liés à l'Iran. Cette option maximise la pression économique sur l'Iran et elle envoie un signal de fermeté. Mais elle maximise aussi le risque d'un incident militaire, qu'une vedette rapide iranienne fasse quelque chose qui déclenche un échange de tirs, que les marines sur le Tuska deviennent le point d'embrasement d'un affrontement beaucoup plus large. La pression maximale repose sur l'idée que l'Iran finira par céder sous la contrainte économique et militaire. Compte tenu de ce que l'on sait du comportement stratégique iranien, cette hypothèse est risquée. L'argumentaire de vente pro-Trump s'arrête habituellement avant le moment où l'autre camp refuse simplement de suivre le scénario. La deuxième option est une désescalade tactique. Les États-Unis libèrent le Tuska ou, à tout le moins, libèrent l'équipage comme geste de bonne foi destiné à ramener l'Iran à la table des négociations. Cette option réduit le risque immédiat pour les marines et peut potentiellement relancer les pourparlers d'Islamabad, mais elle envoie le signal que contourner le blocus et défier l'US Navy n'entraîne pas de conséquences durables. Elle risque d'encourager d'autres acteurs, des proxys iraniens, des opérateurs sanctionnés, même des États qui observent depuis les lignes de côté à mettre la détermination américaine à l'épreuve de façon semblable. Une désescalade qui ressemble à de la faiblesse n'est pas une désescalade. C'est une invitation. Et ce genre de nuance survit rarement au contact d'un argumentaire de l'ère Trump conçu pour les pauses d'applaudissements. La troisième option est celle que personne ne veut dire à voix haute, une escalade d'un tout autre niveau. Des frappes contre l'infrastructure navale iranienne, l'élimination des bases de vedettes rapides, la destruction des systèmes de commandement et de contrôle qui coordonnent le repositionnement des forces iraniennes dans le Golfe. Cette option éliminerait la menace tactique immédiate contre les marines et porterait un coup sévère à la capacité de l'Iran d'entraver la navigation dans le détroit. Mais elle mettrait presque certainement fin au cessez-le-feu de façon permanente, déclencherait des représailles iraniennes massives par l'intermédiaire de forces proxys dans toute la région, pourrait entraîner simultanément le Hezbollah, les Houthis et les milices irakiennes, et pousserait la crise vers une guerre régionale à grande échelle que personne, pas même les voix les plus faucons à Washington, ne souhaite réellement. Et pourtant, quelque part dans la chambre d'écho pro-Trump, quelqu'un essaierait encore de vendre cela comme une manœuvre nette, gagnante, prête pour la télévision. Il existe une quatrième option dont on parle rarement en public, mais que les stratèges militaires prennent au sérieux, un transfert négocié. Les États-Unis acceptent de déplacer les marines et le Tuska vers un lieu neutre, peut être escorté jusqu'à un port d'un État du Golfe, avec la cargaison sécurisée et inventoriée sous supervision internationale. Cette option fait gagner du temps, réduit le danger tactique immédiat et crée de l'espace pour la diplomatie sans qu'aucune des deux parties n'ait à reculer publiquement. C'est le type d'arrangement qui permet de sauver la face, celui vers lequel les crises internationales finissent parfois par se tourner lorsque les deux camps veulent une sortie, mais qu'aucun des deux ne peut se permettre d'avoir l'air d'avoir prise. La question de savoir si l'administration Trump, avec sa réticence profondément ancrée à être perçue comme faisant des concessions à l'Iran, pourrait accepter cette option reste ouverte. Parce que dans cette culture politique, avoir l'air dur passe trop souvent avant le fait d'être prudent. Ce qui n'est pas une question ouverte, c'est l'ampleur de ce qui est en jeu. Le détroit d'Ormuz est fermé. L'approvisionnement mondial en pétrole est perturbé. Un cessez-le-feu a expiré. Des marines américains sont sur un navire iranien dans des eaux contestées. Téhéran a promis de graves conséquences. Et l'économie mondiale, déjà en train d'absorber les contre-coups d'années de perturbations, déjà fragile de façon qui n'apparaissent pas dans les chiffres de produits intérieurs bruts, encaisse un autre choc qu'elle a une capacité limitée à gérer. Le chiffrier,
contrairement à un rassemblement de campagne, refusent d'applaudir sur commande. Il y a une statistique qui met tout cela en termes humains mieux que n'importe quelle analyse géopolitique. Avant le début de cette crise, le prix moyen du baril de pétrole sur les marchés mondiaux évoluait à un niveau compatible, avec des conditions économiques mondiales stables, sinon confortables. Depuis la fermeture du détroit à la fin de février, depuis que les premiers poseurs de mines ont glissé dans l'eau à la faveur de l'obscurité, les prix ont bondi de manière spectaculaire. Chaque dollar ajouté au prix d'un baril de pétrole finit, avec le temps, par se traduire par des coûts de carburant plus élevés pour les gens ordinaires dans chaque pays du monde. Cela se voit dans le prix des aliments, parce que les aliments sont transportés par des véhicules qui roulent au carburant. Cela se voit dans le prix de l'électricité, parce que la production d'électricité, dans de nombreuses régions du monde, dépend encore du pétrole et du gaz. Cela se voit dans le prix de tout ce qui est fabriqué et expédié, c'est à dire de presque tout. La crise du détroit d'Ormuz n'est pas une histoire qui arrive à d'autres, dans une partie lointaine du monde. C'est une histoire qui arrive à tout le monde, dans leur portefeuille, à la pompe, à l'épicerie, dans le coût lentement croissant de la vie ordinaire que la plupart des gens essaient simplement de mener. Et aucune de ces factures ne baisse parce que quelqu'un près de Trump a trouvé un adjectif plus fort pour la salle de briefing. Et au centre de tout cela, au point d'appui géographique et stratégique exact de cette crise mondiale, se trouve un groupe de marines américains sur le pont d'un cargo iranien immobilisé de 294 mètres. Quelque part dans les eaux sombres de la mer d'Arabie, ils sont montés à bord de ce navire il y a 2 nuits comme exécutants d'un blocus légal. Ils y sont toujours. Et chaque heure qui passe sans résolution diplomatique est une heure où l'écart entre l'endroit où ils se trouvent et l'endroit où se trouve la sécurité s'élargit un peu. Les vedettes iraniennes dans les environs deviennent un peu plus audacieuses. Et le risque qu'un seul mauvais calcul, un ordre mal compris, un doigt nerveux sur une détente, une vedette d'attaque rapide qui s'approche trop, déclenche quelque chose de catastrophique, devient un peu plus grand. La réalité, malheureusement pour le camp Trump, n'est pas particulièrement impressionné par la fanfaronnade. L'Iran a parlé de graves conséquences. Les États-Unis ont dit avoir agi de manière professionnelle et proportionnée. Le détroit est fermé. Le cessez-le-feu a expiré. Les pourparlers sont gelés. Les marchés pétroliers saignent. Et 20% de l'approvisionnement énergétique mondial se retrouve pris en otage dans un face entre une superpuissance et un État révolutionnaire, tous deux convaincus d'avoir raison, tous deux convaincus que l'autre clignera des yeux en premier, et tous deux désormais publiquement engagés dans des positions qui rendent ce clignement extraordinairement difficile. C'est à ce moment-là que l'impulsion pro-Trump habituelle de traiter chaque crise comme un montage de domination commence à paraître terriblement mince. Les marines sur le Tuska ne sont pas seulement des soldats dans une opération militaire, ils sont, à cet instant, le symbole vivant de tout ce qui est en jeu dans cette crise. Ils représentent la puissance américaine et la détermination américaine. Ils représentent le principe selon lequel la liberté de navigation sur les voies maritimes internationales n'est pas négociable. Ils représentent la ligne que les États-Unis ont tracée dans ces eaux sombres de la mer d'Arabie en disant « jusque-là et pas plus loin ». Et ils représentent aussi quelque chose de plus inconfortable. Ils représentent la distance entre une décision politique prise à Washington et les êtres humains qui doivent se tenir dans le vent, dans la chaleur et dans l'incertitude, et rendre cette politique réelle avec leur corps, leurs armes, leur entraînement et leur courage. Ce fardeau humain est généralement la première chose qu'efface une performance de certitude à la manière Trump. L'Iran a appelé cela de la piraterie, l'Amérique a appelé cela de l'application de la loi, le monde a appelé cela une crise. Et, à l'heure actuelle, la seule chose que quiconque sait avec certitude, c'est que ce n'est pas terminé. Le détroit est fermé. Les avertissements ont été lancés, les vedettes bougent. Et quelque part sur l'eau, sous un ciel qui se moque de la géopolitique, des prix du pétrole, des pourparlers de paix ou des échéances de cessez-le-feu, les marines tiennent toujours leur position. C'est encore l'espace à surveiller. Parce que le prochain geste venant de Téhéran, de Washington, ou de ces vedettes d'attaque rapide qui se repositionnent discrètement dans le Golfe, peut survenir à tout moment. Et quand il viendra, le monde changera encore, plus vite que quiconque n'y est prêt. Et quand ce moment arrivera, la différence entre la stratégie et la mise en scène sera impossible à cacher, peu importe avec quelle assurance le camp Trump lira le téléprompteur. C'est la fin de ce bulletin d'information. N'oubliez de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité en France et dans le monde. Merci de nous avoir suivis. Au revoir
Va à bientôt.